Et la parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, la Commission mixte paritaire vient de rendre son arbitrage au terme de 9 mois de travail parlementaire. Un travail fourni, en procédure normale, que nous aurions aimé aussi connaître pour le texte portant sur la ville et la cohésion urbaine. Dans la précipitation, ce texte a accouché de choses aussi étranges que les conseils citoyens ou le tirage au sort paritaire. Mais à quelques semaines des municipales, il n'a pas voulu livrer la liste des quartiers prioritaires. C'est pourquoi nous apprécions d'avoir eu, par 2 examens en commission et en séance, la possibilité de débattre à fond de votre texte et d'avoir pu l'infléchir. Et je souhaite souligner ici la qualité des échanges, la bonne ambiance, le respect mutuel qui ont marqué ces débats, qui ont souvent relevé d'un travail en commission. Cette qualité tient en grande partie à la manière dont les rapporteurs et vous-même, Madame la Ministre, avez conduit ces débats. Je tiens à vous l'exprimer dès aujourd'hui, ne sachant pas si en avril ou mai, je pourrais encore vous le dire à vous, Madame la Ministre, si on en croit les bookmakers des remaniements. Pourtant, le temps insuffisant pour leur préparation et surtout l'annonce du caractère non négociable de certains de ces objectifs, comme l'encadrement des loyers, la GUL ou le PLUI, aurait pu conduire à des séances beaucoup moins apaisées. Nous ne pouvons cependant que regretter que vous n'ayez pu négocier qu'une programmation changeante et un calendrier d'examen peu mobilisateur. Tout cela a conduit à des examens en commission dans les derniers jours de session, à un nombre impressionnant d'amendements de votre majorité, y compris en seconde lecture, à la présentation d'amendements du gouvernement ou des rapporteurs, comme celui sur l'article 8, à la veille des séances, ou en séance, comme ceux portant sur le PLUI, pour ne parler que de celui-là. Ils ont abouti à ce que vous avez appelé une adaptation témoignant de la richesse du travail parlementaire. En réalité, ces atermoiements, ces ajustements étaient le signe que le doute s'était progressivement installé face aux constats et aux recommandations des rapports remis au Premier ministre, face aux coups de boutoir du Sénat, aux réactions des partenaires de la politique du logement, aux protestations de la majorité des maires et à celles des petits propriétaires. Ce que vous nous présentiez avec assurance comme des objectifs non négociables de votre projet de loi le sont progressivement devenus. Une reculade salutaire. Certaines parties de votre projet de loi, qui sont restées stables, ont eu dès le départ notre soutien. Je veux parler de la lutte contre l'habitat indigne, les marchands de sommeil, les copropriétés dégradées. Mais il faut dire que les mesures présentées dans ces domaines ne résultaient pas d'une simple volonté idéologique, mais de propositions étayées et non contestées, celles de l'ANA, celles des rapports Braille-Dillin, je crois, et de la reprise des éléments des propositions de loi Lefebvre-Huyghe. Ces propositions ont été enrichies de l'apport de certains députés qui peuvent encore nous faire profiter de leur expérience de maire. Je peux aussi vous dire notre adhésion aux mesures qui améliorent les conditions de gestion des copropriétés. Nous approuvons les modifications de prise de décision par l'Assemblée des copropriétaires, rendant possible la prise en compte de nouveaux défis comme l'économie d'énergie ou l'anticipation des travaux de gros renouvellement. Nous approuvons les mesures visant à une clarification dans l'exercice de la profession de syndic, de ses rapports au conseil syndical, tout en jugeant que certaines vont trop loin et apportent des charges nouvelles inutiles. Nous approuvons enfin certaines des mesures touchant à l'exercice de la profession d'agent immobilier et d'encadrement de certains de leurs actes et missions. Mais vous normalisez toutes les étapes d'une transaction, de l'affichage en vitrine à la signature de l'acte. Vous changez profondément la structure de rémunération des agents immobiliers. Une nouvelle occasion pour vous et votre majorité d'administrer une profession, de complexifier les procédures et de déséquilibrer le rapport locataire-propriétaire, de multiplier donc entre eux les possibilités de contentieux. Vous complexifiez, au-delà du nécessaire, le rapport entre bailleurs et preneurs par une multitude de documents types que vous présentez comme une protection supplémentaire pour le bailleur. Vous créez de la norme qui s'impose à tous pour corriger les errements condamnables de quelques-uns. C'est ça le moteur de la complexification normative. À partir d'une situation singulière, on crée une norme, une procédure qui s'impose à tous. Mais c'est une consolation pour les agents immobiliers. Vous ne rendez plus possible la gestion en bon père de famille ou en bonne mère de famille, je ne sais plus ce qu'il faut dire, de la majorité des petits propriétaires. Ils devront contracter un gestionnaire en supportant ainsi une charge nouvelle,
s'ajoutant à toutes les autres que votre texte impose et qui dégradent l'équilibre propriétaire-locataire. Pourtant, dans les débats, vous avez invoqué en permanence votre volonté de protéger cet équilibre. Et c'est tout le contraire. Une multitude de petites inégalités dans votre texte s'ajoutent pour changer ce rapport par des préavis déséquilibrés, suivant qu'il s'agit du locataire ou du bailleur, par des délais de contestation dissymétriques, par des charges nouvelles à l'encontre du propriétaire. Tout cela va créer une défiance des petits investisseurs pour le logement. Mais ce n'est rien à côté de l'arme absolue que vous déployez pour les décourager, l'encadrement des loyers. Entre charges obligatoires accrues et loyers encadrés, vous fixez en quelque sorte le revenu maximum d'un propriétaire. Dans un quartier défini pour optimiser le loyer médian, vous fixez par taille de logement le prix maxi au mètre carré, et ceci quelles que soient les caractéristiques du logement, qu'il y ait ou non une cuisine équipée, une salle de bain aménagée ou non, une situation avec ou sans ascenseur, une vue sur cour ou sur parc. Avec l'encadrement des loyers, quel intérêt pour un propriétaire d'améliorer le confort de son logement pour ne suivre que l'IRL? Non seulement vous encadrez les loyers, mais vous encadrez aussi par le bas le futur niveau de confort des logements locatifs. Quant à la GUL, elle devait être obligatoire, universelle et supprimer les cautionnements. Qu'en reste-t-il aujourd'hui après plusieurs réécritures du texte? Universelle, certes, dès lors que l'on remplit les conditions d'éligibilité. Le bailleur retrouve la liberté de choix entre cautionnement, GRL, GLI ou GUL. S'il n'est pas jugé solidaire, il devra contracter une assurance complémentaire. Solidaire ou non, il peut s'interroger sur ce qui se passera après 18 mois d'impayés. N'est-on pas en train d'entrer dans un traitement social des impayés à couvrir par le budget de l'État? Cette alternative pèsera lourdement sur le budget de la GUL, que devra supporter l'État, budget dont la fourchette d'estimation actuelle a les dents tellement écartées, trop écartées pour qu'on s'en fasse une idée crédible. Vous comprendrez que si nous nous réjouissons de la liberté retrouvée pour les bailleurs, nous ne pouvons le faire pour les nouvelles charges de l'État. On ne peut d'ailleurs que s'étonner, Madame la Ministre, que la réécriture complète de l'article 8 n'ait pas donné lieu à un complément d'étude d'impact de la loi. Encadrer les loyers, mettre en place une GUL, mettre au pas la profession immobilière, complexifier les procédures de gestion et de location ne feront pas diminuer les files d'attente pour la location d'un logement, même social, en zone tendue. Votre loi n'est pas une réponse à la crise du logement, votre loi est une loi de régulation des files d'attente. Oui, vous allongez la file d'attente pour trouver un logement locatif, parce que depuis votre arrivée au pouvoir, la production de logements neufs, et particulièrement du logement locatif social, est en chute libre. 500 000 logements par an, ce sont vos promesses. 340 000 logements réalisés, dont seulement 117 000 logements sociaux, c'est votre bilan de 2013. Ce sera l'héritage que vous laisserez. Pensez-vous que la loi ALUR va permettre de compenser ce déficit? Non, bien sûr. Mais vous pensez que le PLU, élaboré à une échelle intercommunale, est susceptible de favoriser la production de logements? Nous le pensons aussi. Vous vouliez rendre son transfert obligatoire. Nous vous invitions au transfert par la pédagogie, l'envie, l'adhésion. Vous avez dû trancher entre votre majorité dans cet hémicycle et celle du Sénat. Toutes deux pour le caractère obligatoire. L'une avec une minorité de blocage symbolique inatteignable, et l'autre, future sénatoriale oblige, avec une minorité de blocage toujours au rendez-vous. Finalement, la CMP a fait un ajustement de balance d'épicier, le 25-20. Vous êtes finalement arrivé à l'opposé de vos objectifs initiaux. Le transfert de la compétence PLU ne se fera que très rarement, car il est plus facile d'organiser une minorité de blocage que d'obtenir la majorité qualifiée. La minorité de blocage retenue étant même inférieure au complément de la majorité qualifiée. Pourquoi ne pas avoir, au moins pour les comités de communes, gardé le transfert de compétences par la majorité qualifiée en vigueur? Elle demandait pour être acquise de faire une démarche d'adhésion, une démarche volontaire qu'avec votre texte, une minorité de blocage facile pourra empêcher. Vous l'avez compris, quelques points positifs, assez nombreux, je le reconnais, ne peuvent compenser la complexification normative croissante s'imposant au secteur, le déséquilibre apporté au rapport propriétaire-locataire, l'encadrement des loyers, l'inconnu sur le coût pour l'État de la GUL et le mauvais coût apporté aux démarches volontaires du PLUI. Nous voterons donc contre votre projet de loi. Merci, Monsieur Tétart.